Thomas Hoffnung, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service international à La Croix, vous êtes ancien journaliste à Libération, vous avez travaillé sur les questions de défense, les questions africaines aussi, et vous venez de publier Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique, le piège ivoirien de Chirac, chez Fayard, dans lequel vous revenez sur le bombardement de la base militaire française à l'époque à Bouaké le 6 novembre 2004, qui va faire 9 morts parmi les militaires français. Après une destruction de l'aviation ivoirienne par l'armée française, s'ensuit une spirale de violence où on s'en prend aux Français, 8000 Européens qui vont être évacués. Et finalement, en 2021, un procès à la demande des familles des victimes. Vous êtes revenu à travers cette longue enquête sur tous ces événements. Quelle est votre thèse finale sur... Est-ce que vous êtes allé un peu plus loin que la justice, qui elle-même n'a pas eu le dernier mot pour savoir quels étaient les donneurs d'ordre? Effectivement, le procès dont vous parlez, qui a eu lieu au printemps 2021, n'a pas permis de faire la lumière sur ces événements dramatiques de novembre 2004. Il faut rappeler que c'était la perte la plus sévère pour l'armée française depuis 1983, depuis l'attentat contre l'immeuble Drakkar à Beyrouth, auquel d'ailleurs les militaires ont fait souvent allusion lors de cette affaire, et y compris d'ailleurs le président ivoirien de l'époque, Laurent Gbagbo, dont je restitue les mots de l'époque en novembre 2004, et qui fait donc allusion à cet attentat. Alors le procès n'a pas permis de faire la lumière. Moi, pendant 20 ans, j'ai continué à travailler sur cette affaire de novembre 2004, de Bouaké, que j'ai couvert à l'époque pour le journal Libération. La ville d'Abidjan était sans dessus-dessous, l'armée française combattait l'armée ivoirienne, il y avait les patriotes dans les rues, les pro-Gbagbo, ça a été une déflagration énorme. Et il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce procès de 2021, donc de la part des familles des victimes et des rescapés aussi du bombardement, qui a fait une trentaine de blessés, notamment certains très graves, qui étaient d'ailleurs à l'audience lors du procès. Donc ce procès, non, n'a pas permis de faire la lumière. Donc moi j'ai continué à enquêter, j'ai revu un certain nombre de protagonistes et j'aboutis à la conclusion qu'en fait cette histoire a échappé, je pense, à tout le monde. C'est-à-dire que et du côté français comme du côté ivoirien, il y a eu ce bombardement qui était totalement inattendu puisque les forces françaises à l'époque étaient en mission d'interposition entre les rebelles ivoiriens qui avaient tenté de déposer Laurent Gbagbo, de renverser Laurent Gbagbo, et les loyalistes. Et donc, il y a eu ce bombardement. Mais on donnait, apparemment, dans votre enquête, vous revenez aussi, on donnait un feu orange aux forces loyalistes pour reconquérir le nord du pays. Oui, il faut se replacer à l'époque, c'est l'époque de Chirac et Villepin, qui est ministre des Affaires étrangères, au moment de la tentative de coup d'État. De l'Intérieur, et Barnier, ministre des Affaires étrangères. Alors Villepin, ministre d'abord des Affaires étrangères entre 2002 et 2002 et 2004. Pour les accords de Marcoussis. Voilà, et au moment des événements de Bouaké, Villepin est passé à l'intérieur. Et donc toute cette situation a totalement échappé à l'exécutif, qui a essayé qui a lancé une nouvelle politique, en fait, quand l'exécutif a vu que cette mission d'interposition ne fonctionnait pas. Le gouvernement français s'est dit on va laisser Laurent Gbagbo attaquer, avec des armes d'ailleurs fournies par un négociant, un marchand d'armes français, un ancien gendarme dont je parle dans le livre, le Robert Montoya. Et c'est lui qui a fourni les armes au vu et au su des autorités françaises. Donc bien sûr, quand on a appris cela par la suite, après les événements de novembre 2004, on a parlé de feu orange de la part des autorités françaises, et Robert Montoya, avec qui j'ai pu entrer en contact pour cette enquête, le dit lui-même. On lui a laissé les mains libres pour fournir des armes au gouvernement ivoirien. Et en fait, on a laissé Laurent Gbagbo attaquer parce qu'on se rendait compte que cette mission d'interposition ne menait à rien. Et ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que Gbagbo a attaqué et que ça s'est retourné contre les forces françaises. Encore une fois, il y a eu différentes thèses sur ce bombardement. Oui, sur lesquelles vous revenez. Certains vont même jusqu'à dire que c'était un complot français pour intervenir contre Gbagbo. Oui, ça, vous balayez cette thèse. Oui, il y a peut-être plus des problèmes d'ordre sur des cibles précises à taper ce jour-là. Moi, je pense qu'on a joué, on revient au feu orange, je pense qu'on a joué avec le feu. C'est-à-dire on a laissé Laurent Gbagbo attaquer. On a mis des limites, on a dressé des lignes rouges en disant on vous laisse attaquer les rebelles.
alors que théoriquement on est en mission, l'armée française est en mission d'interposition sous Avec mandat un mandat de l'ONU, aussi. voilà, pour faire respecter le cessez-le-feu qui a été signé lors des accords de Marcoussis en 2003. Et donc on laisse Gbagbo attaquer en laissant, donc en mettant des lignes rouges. On ne touche pas aux civils, ou pas trop en tout cas, on évite les dommages collatéraux, et surtout, bien sûr, on ne touche pas non plus aux casques bleus ni aux forces françaises. Et donc, quand il y a ce bombardement, la France réagit de manière extrêmement virulente en décidant de riposter en quelques minutes et en ordonnant la destruction de toute la flotte militaire ivoirienne, qui, à mon avis, est du jamais vu dans l'histoire récente. C'est vrai, mais d'un autre côté, la France va aussi être extrêmement clémente ou bienveillante à l'égard de ceux qui sont soupçonnés d'avoir piloté d'être aux commandes de ces avions et d'avoir bombardé. Parce que pendant un moment, on va les avoir à portée de main. Oui. Les autorités togolaises sont prêtes à nous les remettre parce qu'ils s'exfiltrent via le Togo. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans la machine administrative, fonctionnelle française, mais on fait tout pour les laisser partir. Oui, alors il faut rappeler en fait, qu'on a appris également lors de l'enquête, puisque les familles ont porté plainte pour assassinat et tentative d'assassinat. Donc la justice française s'est mise en mouvement et on a appris au cours de l'enquête que les avions qui étaient impliqués dans ce bombardement à Bouaké étaient pilotés par des mercenaires biélorusses et copilotés par les Ivoiriens, qui ont été identifiés assez rapidement, de copilotes ivoiriens. Et donc ces mercenaires, ces pilotes biélorusses, comme vous le dites, ils ont été arrêtés quelques jours plus tard au Togo. Et les autorités togolaises ont tout de suite prévenu les autorités françaises en disant on pense tenir les militaires, les mercenaires qui sont impliqués dans le bombardement qui a coûté la vie à vos hommes. Et curieusement, donc, alors que Paris est prévenu, Paris ne réagit pas. C'est ça qui est... Et puis donc, finalement, ces mercenaires vont pouvoir quitter l'Afrique et rentrer chez eux. Il y aura bien plus tard des demandes d'extradition de la part de la justice française, des mandats d'arrêt, mais qui n'ont jamais été appliqués. Et d'ailleurs, si vous allez sur... sur le web, on trouve des nouvelles d'un des pilotes qui a été jugé par contumace par le tribunal, par la cour d'assises de Paris. Et donc, bien sûr, ça nourrit énormément de soupçons. Pourquoi la France n'a pas voulu interpeller, auditionner, entendre ces pilotes? Ça nourrit cette théorie du complot, que la France a quelque chose à cacher. Et moi, je fais litière de cette théorie du complot. Je pense encore une fois on avait surtout ce qu'on avait à cacher, c'est qu'on a laissé Gbagbo attaquer et que ça a fini par se retourner contre nous et que même pire, on a laissé Gbagbo s'équiper, qu'il y a cet ancien gendarme en plus qui est impliqué dans ces livraisons. Et ça a sauvé les rebelles qui étaient en mauvaise position sur le terrain. En 2021, donc, la cour d'assises de Paris fait ce procès. Donc 3 condamnés par contumace parce qu'ils ne se présentent pas. Certains, on apprendra, sont morts depuis. Emmanuel Macron était allé en visite en Côte d'Ivoire en décembre 2019, avait déposé une stèle, avait inauguré une stèle au lycée Descartes où se trouvait le camp français à Bouaké. On a l'impression que tout ça, c'est un peu pour un solde de tout compte. Oui, absolument, je pense que c'est la bonne expression. Ce procès, c'était un solde de tout compte, mais pas pour les familles qui attendent toujours des réponses. Qu'est-ce que ça en dit de la judiciarisation de ces affaires, souvent qui impliquent des responsabilités politiques et militaires? Si vous voulez, je pense qu'il y a vraiment un hiatus entre, d'un côté, les militaires du rang, j'allais dire, qui étaient sur le terrain, ceux, par exemple, qui ont été bombardés à Bouaké, et le haut commandement militaire. C'est vrai qu'on voit les déclarations des chefs militaires de l'époque, le chef d'état-major Henri Bintéja, le chef d'état-major particulier Jean-Louis Georgelin, qui est décédé récemment. Eux, ils considèrent que l'armée française a été victime de ce bombardement, ils ont riposté, ils ont détruit l'aviation ivoirienne, c'est terminé. Les militaires, eux, qui ont été bombardés, les soldats du rang et leurs familles, veulent que justice soit rendue. Pourquoi ces hommes qui ne faisaient pas action de combat, qui étaient dans leur camp, j'allais dire presque les bras croisés d'ailleurs, qui étaient, je pense, très mal à l'aise par rapport à cette situation, pourquoi ils ont été bombardés? Pourquoi, alors qu'on tenait les pilotes au Togo, pourquoi on les a laissés partir? Donc il y a eu cette enquête, il y a eu ce procès, mais on a vu pendant le procès, il y a eu les témoignages des chefs militaires, mais aussi des ministres, dont Michel Barnier, Michel Alliot-Marie et Dominique de Villepin. Et chacun s'est renvoyé la balle en disant non, c'est pas moi, c'est l'autre qui était responsable. J'étais pas responsable, j'étais pas impliqué dans le dossier. Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères, a donné une clé très importante lors de ce procès. Il a dit
Quand j'ai vu le président Chirac, après avoir été nommé ministre des Affaires étrangères, je lui ai dit que je voulais m'impliquer sur le dossier ivoirien. Il m'a dit laisse, c'est les militaires qui gèrent. Voilà, c'était une façon de dire, nous les ministres, on était hors jeu, c'était l'Élysée et les militaires qui ont géré cette crise et qui donc portent la responsabilité, à mon avis, de la fuite des pilotes. Vous revenez dans les conclusions ou dans les analyses que vous faites aussi en fin d'ouvrage, vous dites 10 ans après, je ne sais pas si on a retenu complètement les leçons de Bouaké, il y a encore à partir de 2003, on redéclenche des interventions militaires à l'étranger, au Sahel, notamment au Mali, Burkina, Niger, avec certains succès tactiques, opérationnels, mais très vite on voit aussi des limites politiques. Vous dites, je ne sais pas si on a pris toute la mesure de ces... On a l'impression, et vous citez un ambassadeur, que les interventions militaires se font à défaut d'avoir des solutions politiques. Oui, oui, c'est ce qui s'est vraiment passé en 2004 à Bouaké, c'est-à-dire que, comme je le disais au début de l'entretien, on était dans une impasse politique et donc on a laissé Gbagbo attaquer en se disant ça va rebattre les cartes et peut-être qu'il en sortira quelque chose de positif pour nous et comme ça on pourra même peut-être se retirer, en tout cas mettre fin à cette mission d'interposition. On n'a pas tenu compte de l'échec de cette opération Licorne en 2004 et qui a duré jusqu'en 2011, qui s'est terminée par le renversement de Laurent Gbagbo, enfin en tout cas il avait perdu les élections mais il s'approchait au pouvoir. Au moins l'appui militaire à l'application d'un verdict des urnes contesté. Exactement. Donc on a aidé Alassane Ouattara à s'installer au pouvoir. Moi je pense qu'il avait effectivement gagné les élections mais Laurent Gbagbo refusait de quitter la scène. Il n'y a jamais eu de retour d'expérience comme disent les militaires sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, notamment en 2004. Et donc en 2013, la situation se détériore gravement dans le Sahel et on intervient, on se porte au secours des autorités maliennes face à une possible offensive djihadiste. On intervient, on a l'impression qu'on est reparti, j'allais dire comme en 40, sans tenir compte de ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire et du fait que les interventions militaires françaises, c'est anachronique en fait maintenant, c'est très mal perçu par les opinions africaines. Même si derrière les intentions sont bonnes, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale pense qu'elle peut encore aider ses partenaires africains, et également défendre ses intérêts, notamment géopolitiques, mais c'est pour empêcher une dégradation de la situation, une implosion de ces pays, mais encore une fois, on n'a pas tenu compte des leçons du passé, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de commission d'enquête sur ce qui s'est passé à Bouaké en 2004, et puis des débats, mais très furtifs, je dirais, à l'Assemblée nationale sur les interventions dans le Sahel. Est-ce enfin la fin de cette manière d'agir, de cette logique militaire? Bon, le rapport Bockel sur la réarticulation du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest n'a toujours pas été, Afrique de l'Ouest et centrale n'a toujours pas été rendu, il devrait l'être, mais apparemment il va être assez confidentiel. On a l'impression que les militaires, dans leur bras de force, dans leur rapport de force avec les politiques, avec Macron notamment, ont quand même perdu la main. Est-ce que ces opérations extérieures, selon vous, vont être de moins en moins importantes sur le sol africain? Moi, je le pense, mais je pense que c'est en quelque sorte presque par défaut. Enfin, c'est contraint et forcé d'une certaine manière. Il y a eu ces opérations dans le Sahel, l'opération Serval, qui d'ailleurs avait été un succès à l'époque au Mali, qui s'est transformée ensuite en opération Barkhane. Et on a vu ces 10 ans d'intervention et pour aujourd'hui voir des jeunes Nigériens, Burkinabés, Maliens brandir le drapeau russe. Donc c'est un camouflet quand même énorme pour la France qui s'est beaucoup investie et qui a perdu des hommes sur place. Donc je pense que oui, c'est d'une certaine manière c'est contraint et forcé que la France va devoir se retirer. Il y a ce projet de garder certaines bases, mais de les africaniser, entre guillemets. De faire davantage de formation, moins d'intervention, voilà, ou d'appui au feu. En fait, depuis une vingtaine d'années, on sent que l'armée française se retire petit à petit, ou je dirais même passe au second plan. Ça, c'est le vent de l'histoire, effectivement. Est-ce que ça permettra à l'armée française de conserver certaines positions en étant aux côtés des forces africaines?
c'est pas garanti parce que j'ai l'impression que c'est une lame de fond. En plus. Il y a une concurrence et puis c'est une lame de fond. Peut-être que la France va devoir en passer par une sorte de purgatoire après ces années de post-colonial où la France-Afrique a perduré un certain temps, même si aujourd'hui cette France-Afrique elle a peu ou prou disparu. Hein. C'est peut-être quelques reliquats, quelques affairistes, quelques marchands d'armes, mais en tout cas c'est plus du tout une politique gouvernementale. Mais c'est comme un astre mort, et pour les opinions africaines, par contre, cet astre, c'est comme s'il brillait toujours. Donc il faudra sans doute que l'armée française et que la France se retire d'une certaine manière, ou en tout cas réinvente totalement sa politique et sa présence sur place pour qu'il y ait un avenir commun. C'est une très belle image, cet astre mort qui brille toujours pour certains. Merci beaucoup Thomas Hoffnung. Merci.